Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, un grand merci d'être venu assister ce matin à cette Product Conversation dédiée à la contribution individuelle. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer cette thématique qui, on va le voir ensemble, va pouvoir nous permettre d'aborder à la fois des questions très concrètes autour du métier de contributeur individuel, de son rôle, de ses perspectives, mais qui va aussi pouvoir nous permettre d'explorer des questions un petit peu plus individuelles sur du choix de carrière, une meilleure connaissance de soi. Pour ma part, je m'appelle Estelle Auboin, je suis Lead Product Manager chez Carrefour. Je suis aussi membre du Ticket, un média dédié au Product Management. Et je suis accompagnée aujourd'hui de 3 invités. Donc, Amina Bouabdallah, tu es Principal Product Manager chez Atlassian, après 10 ans chez Microsoft et chez Datadog. Tu as tenu des fonctions à la fois de contribution individuelle et de management. On pourra en reparler. Camille Billard-Madrière, tu es Head of Product chez 50, après 8 ans chez Dashlane, Ornicar, PlayPlay. Alors, tu es Head of Product, mais tu tiens des fonctions de contribution individuelle. Donc, on pourra aussi parler de cette question du titre. Et puis, pour terminer, Arnaud Breton. Donc, tu es Senior Product Manager chez Datadog. Tu as eu une première vie de software engineer et tu as 10 ans d'expérience en produit chez Mailjet, chez Screen et chez Datadog. Et maintenant qu'on s'est présenté, je vous propose qu'on prenne une minute rapide pour aussi en apprendre un petit peu plus sur vous. Et je vais vous demander de lever la main si, avant de venir à ce talk, vous connaissiez cette notion de contribution individuelle. Merci beaucoup. Donc, il y a une majorité de personnes, mais pas forcément tout le monde. Est-ce que vous pouvez maintenant lever la main si, dans votre entreprise, vous avez ce rôle qui est déjà défini de contributeur individuel? Ok, pas mal. Quand même un bon tiers de salle. Et pour finir, est-ce que vous pourriez lever la main si vous êtes ou vous avez déjà été dans des fonctions de contribution individuelle? Ok, un peu moins. Merci beaucoup, parce qu'au-delà de la curiosité individuelle, ça va nous permettre quand même d'orienter un petit peu la conversation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on puisse expliquer concrètement ce que c'est qu'être contributeur individuel, donc les différentes missions, le rôle. Et la meilleure façon de faire ça, ça va être d'expliquer la différence entre contributeur individuel et manager. Qui souhaite commencer? Amina, si tu veux. D'accord, pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous. Donc, je pense que pour apprécier les différences entre contribution individuelle et management, donc ils sont deux échelles de carrière qui existent dans la fonction du product management, je pense qu'il est important de rappeler le dénominateur commun entre les deux pour pouvoir apprécier les différences. Et le dénominateur commun, c'est que vous soyez product manager, donc IC, plus court que la contribution individuelle, ou manager de product manager, votre but dans l'entreprise, c'est d'obtenir de l'impact business à travers le produit. D'accord ? Donc, votre but, c'est, je ne sais pas, par exemple, de faire bouger les métriques de revenus, faire bouger des métriques d'utilisation à travers le produit et le système qui l'entoure. Le marketing du produit, le support du produit, la documentation du produit, la fonctionnalité du produit, etc. Et donc, concrètement, le day-to-day d'un product manager IC, c'est évidemment de créer des fonctionnalités dans le produit. Si vous êtes dans le B2B, donc business to business, des produits qui se vendent à des entreprises, alors c'est travailler avec les équipes de vente, travailler avec les équipes marketing pour bien positionner et communiquer sur le produit, travailler avec vos designers pour vous assurer que les problèmes que vous voulez résoudre à travers des fonctionnalités prennent vie d'une manière qui est alignée avec la mission finale, travailler avec des ingénieurs pour trouver des compromis. Si vous demandez l'inaccessible, alors comment peut-on rendre la demande plus accessible? Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba du product management en contribution individuelle. Et la différence, par contre, majeure entre product manager et manager de product manager, c'est qu'un manager a des fonctions qu'un IC n'aura jamais, à savoir créer une équipe, staffer une équipe, donc recruter, créer des chemins de carrière pour les PM dans l'équipe, construire une machine, faire d'une équipe une machine bien huilée, une machine qui tourne, où les gens se sentent heureux de venir au travail, ils arrivent à avoir de l'impact, être là pour les gens obligatoirement, s'ils ont le moindre obstacle, faire du recrutement, faire de la gestion de performance et
voilà, créer un environnement en gros où les gens réussissent, les PM de votre équipe réussissent. T'en penses quoi, Estelle? Oui, en fait, ce qu'on s'est dit en préparant ce talk, c'est qu'en fait, finalement, on commence tous contributeurs individuels. En général, c'est par là qu'on commence. On est PM junior, on est sur un scope, etc. Et la question commence à se poser quand on commence à avoir un peu de seniorité de quel chemin je vais prendre. Et en fait, le chemin classique qu'on connaît tous, c'est je vais devenir manager, lead, head of, CPO. Et en fait, il y a un chemin un peu moins connu, et c'est un peu de ça dont on veut parler aujourd'hui, c'est en fait, je ne veux pas devenir manager, mais je veux continuer à progresser quand même. Je pense que c'est un truc assez commun entre tous les PM, c'est souvent cette envie de progresser et d'apprendre. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin et faire des projets plus stratégiques, ou en tout cas continuer de progresser dans mon métier, mais sans passer par la case management. Comme ça, je le définirais. Ouais, moi j'ai peut-être une autre façon de le voir aussi. Comme disait Estelle tout à l'heure, je suis passé par l'engineering avant de devenir product manager. Et en fait, je l'ai vu très tôt avec généralement le premier développeur dans une start-up très jeune, et en fait qui se retrouve de facto à devenir le CTO de la boîte parce que c'est la seule personne qui est là, c'est la seule personne technique, et de facto elle va recruter une équipe. Et en fait, elle se retrouve confrontée à devenir manager de développeurs, alors qu'en fait, tout ce qu'elle voulait continuer à faire, c'est développer son expertise et apporter son expertise au développement du produit. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire ce choix et plus tard, en fait, se retrouvent à malheureusement être dans le management alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça que j'ai réussi à comprendre assez tôt qu'il y avait ces deux voies de carrière. Je trouve que c'est un peu plus marqué dans l'engineering parce que ça passe à l'échelle aussi beaucoup plus vite. C'est vraiment des équipes qui vont passer de 1, 5, 10, 50, 100 hyper rapidement, contrairement au produit. Je pense que c'est une bonne façon de regarder le problème aussi pour aujourd'hui. Et alors, on a pris cette image des deux échelles. Est-ce qu'elles sont... Il y en a une qui est plus courte que l'autre. Est-ce qu'on arrive à progresser tout autant des deux côtés? Alors, je pense que par la mécanique du management, quand on est une personne qui doit avoir de l'impact sur le business à travers le produit, comme on disait, quand vous avez 4 personnes qui travaillent avec vous, ou si vous travaillez en solo, alors vous pouvez atteindre plus, faire plus de choses avec une équipe. Imaginez un chantier de construction. Si vous êtes la seule personne à faire la plomberie, l'électricité et la maçonnerie, vous irez moins vite que si vous avez une équipe qui est staffée pour chaque fonction. Vous irez plus vite, vous ferez un travail de meilleure qualité, etc. Ceci étant dit, on peut aller très très loin dans la contribution individuelle. Donc, est-ce que les échelles sont de la même hauteur? Je ne pense pas, personnellement. Est-ce que la différence d'auteur d'échelle est significativement moindre pour la contribution individuelle? Absolument pas. On peut être un product manager IC qui reporte un CPO, qui reporte un VP of product, qui reporte un director of product, selon la taille aussi de l'organisation produit, la taille de l'entreprise. Vous avez des product managers qui reportent parfois directement à des CEO de boîtes. Et donc, personnellement, je pense que les échelles n'ont pas la même longueur, mais la différence n'est pas non plus catastrophique pour un product manager. On peut bien réussir et monter dans les échelons dans la contribution individuelle sans être manager de product manager. Ouais, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, souvent, le track manager, il est plus défini. Donc, il y a des échelons plus clairs par lesquels on peut passer. Là où la contribution individuelle, c'est pas toujours le cas, qui est un parcours de carrière dans une boîte. Et en fait, un rôle finalement de senior IC, ça peut être plein de choses différentes. Et selon la boîte où vous êtes, ça peut... en fait, il y a des échelons à passer, mais qui se reflèteront pas forcément dans le titre ou dans vraiment l'échelle qui est marquée noir sur blanc de progression de carrière. Mais je pense pas que ça veut dire que c'est plus ou moins long, c'est plus que ça va être plus ou moins formalisé, j'ai l'impression, pour l'instant. Ouais, peut-être une façon de voir de comment ça évolue, c'est-à-dire que la track management, que je pense que la plupart des gens ici connaissent, c'est je vais prendre de responsabilités de plus en plus de gens, donc des tailles d'équipe de plus en plus grandes, de plus en plus seniors, alors qu'en fait en contribution individuelle, on va se retrouver à prendre des projets plus complexes, donc plus complexes par l'impact ou l'impact stratégique sur la société, l'impact par rapport au nombre de personnes qu'il faut coordonner pour arriver à ses fins, des projets peut-être stratégiques, peut-être qu'il y a des moments, pour reprendre ton analogie avec la construction, on va plus vite à creuser un domaine en plus petits groupes, défricher un peu le terrain avant de ramener plus de contributeurs et accélérer sur l'exécution. Donc c'est là où je vois plus la différenciation qui va se faire, plus on va monter dans l'échelle, plus on va prendre des sujets un peu cossus pour l'entreprise. Et alors justement, pour creuser cette question, pourquoi est-ce qu'en tant qu'entreprise, on va aller chercher ce type de profil? Peut-être ouais, l'expertise du domaine. Moi, j'ai une conviction profonde dans mon métier, c'est que ce que j'apporte à une société, c'est une expertise sur le domaine produit
sur lequel je travaille. Et ça, en fait, il n'y a pas de magie, hein. C'est des heures et des heures cubes passées à creuser un domaine, parler à des utilisateurs, prendre des détours, se tromper, apprendre de ses échecs, y revenir. Et ça, c'est difficile à faire quand à côté, on doit recruter une équipe, la faire grandir, s'en occuper, comprendre comment elle s'insère dans le reste de l'entreprise. Donc c'est comme ça, je pense que je verrai l'impact au fur et à mesure. Ouais, et puis pour une entreprise, c'est important d'avoir un équilibre dans son équipe, en fait, d'avoir des profils plus juniors, plus seniors, parce qu'il va y avoir des sujets qu'on peut déléguer à des gens plus juniors ou plus seniors. Donc moi, je vois bien l'intérêt, alors je presse un peu pour ma paroisse, hein, mais d'avoir une équipe avec des contributeurs individuels seniors, parce que c'est des gens à qui on peut déléguer du coup des sujets, comme tu disais, plus complexes, avec plus de stakeholders, qui ont un impact sur le business qui est plus important, et où donc on peut plus faire confiance et déléguer. Et c'est ça qui permet justement aux leaders et aux managers de se concentrer sur leurs activités et pas être sur leur dos. Je rajouterai 2 points de nuance aux commentaires d'Arnaud et de Camille. C'est que, premièrement, la réalité du terrain, c'est que très très souvent, les managers dans le produit, quel que soit le niveau, ont X% de leur capacité qui est allouée à faire un projet comme s'ils étaient IC. Je sais que c'était mon expérience à Datadog, par exemple, où dans mon portfolio de produits, j'en avais 3. J'étais le PMIC du 4e produit qui allait se rajouter, qui n'est pas encore sorti. Bientôt. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a 2 casquettes à n'importe quel moment d'un jour dans l'entreprise. Ce changement de casquette, il est parfois un peu déroutant. Parfois, j'allais voir mon manager et je lui dis... Tu sais, j'ai l'impression, comme on demande dans une même journée, d'être à milieu sous les mers et à milieu au-dessus de la mer sur un hélicoptère. Et que du coup, la chute libre, parfois, elle est un peu déroutante. Ceci étant dit, si on arrive à gérer le vertige qui diminue au cours du temps, alors on se rend compte qu'on est un meilleur manager de par ces X% de temps qu'on passe à faire de l'IC. Pourquoi? Parce que on est sur le terrain de jeu dans lequel les personnes qu'on doit aider, coacher, faire grandir sont. Bien sûr, sans les embêter, on leur laisse la place de jouer le ballon entre eux, mais de fait qu'on est aussi sur le terrain de jeu, on connaît les obstacles, on connaît les challenges, on arrive à se projeter dans leur day-to-day, de sorte à ce que quand tu es en one-on-one et qu'un PM de ton équipe vient te dire « Ah, franchement, j'ai un pépin ». Il y a ci et ci et ci, qu'est-ce qui se passe? Les réactions, c'est pas « Ah, de quoi tu me parles? Qui est cette équipe? Ça marche comme ça ici ?» Non. Un product manager a besoin d'un manager qui va l'aider, qui va lui enlever les obstacles sur le chemin. Et la meilleure manière, je pense, d'être le meilleur manager, c'est également d'avoir un petit peu de temps alloué à un projet en IC dans le contexte de l'équipe qu'on aide. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième, je pense que, pour rebondir aussi sur le point d'Arnaud, il y a la connaissance du métier. Un autre sujet qui fait qu'un Head of Product ou un VP of Product va vouloir un IC très senior dans son équipe, c'est que ces personnes-là ont besoin de lancer la balle à quelqu'un sur les sujets qui sont très en avance de phase. Par exemple, les investissements produits dans 3 ans, les investissements produits dans 5 ans. Ce sont des gros sujets très tenus, très ambigus. Et la conversation avec quelqu'un qui peut lui lancer la balle sans détourner l'attention de l'équipe qui doit continuer à créer le présent et le futur proche, ça fait que l'organisation tourne. On a cette machine bien huilée de sorte à ce que quand on a une équipe qui est sur le terrain en train de construire la roadmap des 6 prochains mois, prochaine année, on défriche, comme disait Arnaud, j'aime beaucoup l'image avec une faux dans la jungle, à créer un chemin, à frayer un chemin. On arrive à apporter, dès que cette équipe a terminé, un monde où ils peuvent grandir, être challengés et avoir de l'impact sans que ce soit trop difficile. Et sachant que des fois, le chemin, en fait, mène à rien. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion, donc dans une expérience passée, quand j'étais chez Screen, Head of Product, on commençait à recruter une équipe pour me rejoindre. Donc, j'étais le premier Product Manager dans l'équipe, une dizaine de personnes. Au bout d'1 an, on a recruté une 2e personne. Et là, j'ai eu le choix de continuer dans cette voie, continuer à faire grandir l'équipe, ou prendre un sujet complètement annexe, comme vient de le dire Amina, qui était à côté de la stratégie de la boîte, mais qui allait représenter l'investissement pour les 2-3 prochaines années. Et là, il fallait repartir tout seul. Au début, sans équipe engineering, on ne construisait rien. On allait juste voir des clients en se posant la question de « Tiens, si on va par là-bas, est-ce que ça nous mène quelque part? Qui achèterait notre produit? Comment ils achètent notre produit par rapport à ce qu'ils achètent aujourd'hui ?»
avant de revenir, effectivement, soit de dire on y va, banco, c'est la bonne stratégie, ou non, on va dans le mur si on va par là, il faut plutôt essayer de développer une autre stratégie. Donc effectivement, je comprends le côté un peu schizophrénique des fois du rôle. Chute libre. C'est ça. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de partager, Arnaud, là c'est vrai qu'on a vu d'une façon assez globale ce que c'était que ce rôle, mais si on rentre un petit peu plus dans votre vécu, je pense qu'il est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous vous êtes rendu compte, un déclencheur, que ce serait plutôt cette partie de l'échelle de contribution individuelle que vous auriez envie d'explorer? Ouais, moi je peux y aller. Moi ça a été très clair, je suis passée manager un jour. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas ça en fait la voie que je voulais suivre, parce que mon quotidien a complètement changé. En fait, le métier de manager, ça n'a rien à voir avec le métier de PM. C'est de la gestion d'humains et plus de la gestion de produits. On n'est plus sur le terrain, un peu les mains dans le cambouis, avec les designers, les ingés, etc. Donc ça change complètement ce qu'on fait. Et c'est pas bien ou pas bien, c'est juste il faut savoir en fait si c'est ce que vous voulez faire ou si c'est pas ce que vous voulez faire. Et moi, ça a été vraiment très viscéral de non, en fait, c'est pas là où je m'épanouis le plus, c'est pas les missions que je fais en tant que manager qui me donnent envie de me lever le matin. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me centrer plutôt sur un parcours contributeur individuel. Il y a une notion, je trouve, qui revient, parce que là, on vous donne peut-être l'impression qu'on oppose le management et la contribution individuelle. Je pense qu'il y a une notion qui est pas très bien définie, je trouve, en France, qui est le leadership. Où on a tendance à mettre ça dans le manager en disant t'es manager, tu es leader. Et je trouve que dans le monde anglo-saxon, on fait la différence entre le management, c'est-à-dire faire grandir des gens, les coacher, les aider à faire les bons choix de carrière, progresser dans l'entreprise, de j'ai une influence et j'arrive à convaincre des gens que la façon dans laquelle la direction qu'on doit prendre est la bonne. Et ça, je pense que c'est une qualité d'un manager ou d'un IC à développer. C'est-à-dire que quand on est IC, on n'est pas tout seul dans son coin. Déjà, en tant que product manager, moi venant de l'engineering, j'avais un peu cette impression au début de ne plus rien faire. Après, j'ai compris ce que j'apportais autrement à la société. Mais je pense que ce leadership, c'est-à-dire d'être capable de convaincre des gens, que ce soit les ingés qui bossent directement avec nous, les designers, tout le groupe qui nous entoure directement, de gens qui sont un peu plus loin de notre produit, ça reste un skill important dans les deux. Donc je pense que ça va bien avec ce que tu disais, Camille. Oui, pour rebondir Arnaud sur le sujet du leadership, complètement aligné. J'ai vu des managers échouer parce qu'il manquait de leadership. J'ai vu des PM IC grandir très vite parce qu'ils avaient du leadership. C'est-à-dire cette capacité à voir ce que le monde ne voit pas, à prendre les gens par la main et leur dire « Oh, regarde là-bas, il y a des belles choses qu'on est en train de louper. » Ça, c'est une compétence, c'est une soft skills dans le product management qui est hyper importante. Créer de la clarté, générer de l'énergie dans l'équipe et puis juste être excellent dans son domaine pour créer en fait cette confiance autour de nous qui nous donne presque des miles chez les leaders, chez les gens qui ont les clés du royaume pour pousser des initiatives auxquelles vous croyez. J'aimerais rebondir sur le point de Camille qui disait j'ai une réaction viscérale et j'ai compris que le management n'était pas pour moi. Je pense que ça peut être vrai pour certaines personnes. Je pense que pour d'autres, je rajouterais la notion de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Et donc, c'est ce à quoi touchait Estelle sur la connaissance de soi. Je pense qu'il faut bien se rappeler que la gestion de carrière, c'est une variable dans l'équation de la gestion de notre vie, au final. On a le travail, on a nos familles, on a nos projets. La carrière, c'est un des projets parmi plusieurs que j'espère vous avez tous. Et on grandit, on mûrit, on change. Et mon expérience, c'est qu'à un instant T, j'ai vraiment voulu être manager, je me suis beaucoup épanouie dans ce métier. Et après, à un instant T plus X plus loin dans le temps, je me suis dit qu'en fait, ce que je veux être maintenant, c'est contributeur individuel. De par le X% que j'avais dans ma besace, où finalement j'ai repris le goût du terrain, comme tu disais Camille, les mains dans le cambouis, parler aux clients et construire des visions stratégiques, travailler avec les développeurs, travailler avec les designers de manière très proche. Donc je dirais effectivement, tout le monde a une place à prendre pour peu que vous sachiez communiquer, que vous ayez des bonnes idées, que vous sachiez travailler en équipe, que vous sachiez gérer des stakeholders qui ont beaucoup d'influence, que vous soyez juste excellent dans votre métier qui fait que ça vous donne, désolé pour l'anglicisme, mais c'est social capital, c'est Miles que je disais, qui font que quand vous dites quelque chose, alors les gens vous écoutent. Mais
que ce n'est pas une fatalité, ou ça n'a pas besoin d'être une décision qui est irrévocable. Je pense qu'au cours d'une vie, là, sur les 10 dernières années, j'étais très heureuse en IC au début de ma carrière. J'étais très heureuse en management. Peut-être que je serai de nouveau manager plus tard. Là, en ce moment, je suis très heureuse dans le rôle d'IC. Rien n'est dit que j'y resterai toute ma vie. Et justement, en parlant de parcours de carrière, quelles seraient pour vous les questions à se poser pour savoir si ce rôle il est fait pour moi, ce rôle d'IC? Je vais prendre la parole sur ce point. Je pense que si à un moment, quand vous, dans votre day-to-day, n'est-ce pas, si à un moment vous travaillez en équipe avec d'autres product managers et que vous avez l'idée dans la tête qui est « pousse-toi, je vais m'en charger, ça ira plus vite » ou « ça sera mieux fait », alors c'est que vous êtes un IC dans l'âme. Je pense que si c'est la majorité des réactions quand vous travaillez en équipe, avec d'autres PM, avec des gens qui sont peut-être plus juniors, que vous voulez aider, c'est que vous êtes un IC dans l'âme. Si votre inclination profonde, c'est « Ah, bah tiens, viens, on va s'asseoir, on va se poser, et je vais te donner des billes supplémentaires pour peut-être aller plus loin, aller là où tu me pensais ne pas pouvoir aller parce que tu ne croyais pas en toi ou quoi », alors je pense que vous avez la fibre de management. Si je devais résumer de manière très grossière Peut-être quelque chose d'un peu plus radical. Comme je disais en introduction, j'ai vu très tôt, en fait, côté engineering, le bien ou le mal que ça peut faire de quelqu'un de passer. Parce que là, on parle beaucoup de « je veux être manager, donc j'y vais ». Je vais prendre la perspective externe, en fait. Est-ce que je serai un bon manager pour ces personnes-là? Et j'ai vu très tôt des gens en engineering faire le move par contrainte. En fait, on leur a dit, bah voilà, maintenant, pour grandir, il faut que tu recrutes une équipe. Et en fait, ne pas s'épanouir, mais en plus, ne pas être la bonne personne pour ces personnes-là pour grandir. Et donc, personne n'y gagnait dans l'équation. Et donc, en fait, ça m'est resté. Je me suis toujours posé la question, donc, quand je dois faire ce choix de carrière, est-ce que maintenant, je suis la bonne personne pour aller faire grandir d'autres personnes, au-delà de ma volonté personnelle? Et ma conclusion pour le moment, c'est non. Comme dit Amina, ça changera sûrement peut-être un jour, mais pour le moment, c'est comme ça que je vois les choses, entre rester IC, là où je m'épanouis, donc ça aide, et aller dans une case de management où sûrement je grandirai plus tard ou pas, on verra. Mais c'est comme ça que j'aborderai la question. Je pense que ça aide aussi de ce framework un peu externe de est-ce que je ferai du bien autour de moi, est-ce que j'aiderai des gens à grandir. Je pense que ça aide à prendre la décision. Je pense qu'il faut se poser la question de quelles sont les missions qui vous épanouissent, pourquoi vous vous levez le matin, dans quoi vous vous éclatez, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous en prend. Ça, c'est hyper important comme question, je trouve. Et je te rejoins complètement, Amina, sur le fait que de toute façon, une carrière, c'est long, ça peut changer. Donc la question, c'est plutôt en ce moment, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va m'éclater, qu'est-ce qui me manque dans mon travail ou qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en plus. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et si j'adore justement être les mains dans le cambouis, travailler dans une équipe, en squad, etc., que j'adore sortir mon produit, voir ce que ça donne, etc., et ben, continuez peut-être sur une logique de contributeur individuel. Si au contraire, vous aimez bien le coaching, vous aimez bien gérer les relations interpersonnelles, si vous avez envie aussi de pouvoir avoir un impact peut-être sur un scope plus large, être moins dans le détail, mais plus dans la vue de l'avion, et ben, ça peut être un signe que vaut mieux aller tenter le management. Et ça veut dire des choses complètement différentes entre Datadog où on est plusieurs milliers d'employés, de Screen où on était 10. Évidemment, le contexte change du tout au tout. C'est pas du tout le même métier de la taille de boîte. Donc ça change la variable assez fortement. Donc on a vu ensemble les différentes missions, aussi les chemins par lesquels vous étiez passés en termes de réflexion pour atterrir sur ces rôles-là. Maintenant, avec le recul que vous avez, justement, avec l'expérience que vous avez accumulée, ce serait quoi le point saillant que vous retenez et que vous aimeriez partager sur cette carrière ? Pour moi, c'est l'allocation du temps. C'est où est-ce que vous voulez passer le quart de votre temps. Je pense que c'est difficile de devenir un excellent manager sans en passer par des expériences. C'est difficile de devenir un excellent contributeur individuel sans y passer par l'expérience. Donc, je pense au-delà de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est où est-ce que vous voulez passer votre temps, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous en prend. Je pense que c'est comme ça que je verrai les choses. Ouais, je suis assez d'accord. L'important, en fait, c'est vraiment de bien se connaître, de savoir de quoi on a envie. Et en fait, c'est ça le plus important dans sa carrière. C'est réfléchissez pas à qu'est-ce qui va faire joli pour mes potes, mes parents, mes collègues, etc. Et qu'est-ce qui est socialement enviable, mais vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire vous. C'est vous qui allez devoir vivre avec vos choix de carrière et avec ce que vous faites comme métier tous les jours. Donc c'est ça le plus important pour moi.
Je rejoins totalement Camille et Arnaud sur les points de écoutez-vous, connaissez-vous et puis posez-vous les questions. Parce que mine de rien, on est très souvent pris par l'opérationnel, par faire le product management, être dans les pitchs, écrire les documents, reviewer les designs, les communications marketing, etc. Je pense qu'il est important d'allouer de manière intentionnelle du temps de réflexion. Peut-être une fois par quarter, une fois tous les 6 mois, justement pour faire le point et se dire, tiens, qu'est-ce qui a bien marché? Quels étaient les moments où j'étais épanouie? Quels étaient les moments où j'étais moins épanouie? Et juste prendre le temps de regarder cette image et de se dire, qu'est-ce qui a fait que je n'étais pas épanouie dans ce métier? Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'échelle sur laquelle vous êtes, la track de contribution individuelle, la track de management. Peut-être que c'est juste l'environnement qui n'est pas bien pour vous, ou peut-être ou d'autres variables. Bref. Et je pense qu'on ne prend pas assez de temps pour réfléchir à ça. Aussi, je pense que cette réflexion que j'encourage, à une certaine cadence, est très difficile à avoir seule. Donc, je recommanderais, si vous me le permettez, vivement à tout un chacun dans le product management de s'entourer de personnes à qui on peut lancer la balle. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont peut-être été vos managers, qui maintenant, par le passé, qui maintenant sont des amis. Je sais que pour ma part, quand j'ai une question un peu comme ça de carrière, je prends mon téléphone et j'appelle plusieurs de mes anciens managers pour demander des conseils. J'appelle parfois des anciens collègues qui, par exemple, étaient sur un chemin qui, à l'époque, je ne me rendais pas compte, était un chemin qui aurait pu être pour moi, mais qui, par exemple, 3 ans plus tard, je me dis, ah tiens, ça pourrait être intéressant. Ah, Machine avait fait ça. Tiens, je vais lui envoyer un petit message sur LinkedIn et je vais ouvrir une conversation. Je pense que c'est un chemin qui ne se fait pas seul. Une carrière n'est pas un chemin qui se fait seul. Il faut être accompagné parce que ce sont des conversations, c'est des réflexions qui sont émotionnellement intenses et aussi les réponses ne peuvent pas être trouvées, je pense, seules. Comme les produits. Est-ce qu'on peut faire des fonctionnalités tout seul dans son coin et se dire que ça va être le hit du produit? Non, on parle à des clients, on parle dans l'équipe. Parler génère des idées et les idées vous mèneront sur la voie qui est la meilleure pour vous, je l'espère. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Rien n'est une fatalité. On peut changer. Le tout, c'est de ne pas avoir peur d'avoir ces conversations avec son manager, qui est là pour justement gérer la carrière et vous aider à mener votre barque. Et peut-être juste pour réagir sur un point, je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, aujourd'hui, êtes dans une organisation qui n'a pas encore reconnu cette voie de l'expertise. Donc, en fait, la seule manière de progresser dans l'organisation, c'est je suis manager et je vais devenir manager de plus grandes équipes. Peut-être pendant que vous êtes au stade de petite, moyenne équipe, il y a encore de la place pour l'expertise. Ça va vous demander un peu plus d'énergie de créer un peu à côté cette contribution individuelle. Tu en parlais tout à l'heure, mais c'était un peu plus... C'était dans ton rôle, on l'avait identifié. Je pense qu'il y a des phases où en fait, vous pouvez faire ce travail et montrer l'impact que ça a. Il y a, en fait, regardez, si on développait ensemble cette voie de carrière, peut-être que ça aurait plus d'impact sur la société. Je pense que c'est aussi une manière de créer ce genre d'opportunités si elles n'existent pas au sein de vos organisations. Je sais qu'en France, c'est encore un peu difficile de trouver ces voies, mais elles peuvent être creusées un peu à côté, je pense. Complètement d'accord. Moi, pour rebondir là-dessus, je pense que quand on se pose la question de je veux progresser, être contributeur individuel, etc., on va peut-être chercher Principal Product Manager dans les offres. Bon, il n'y en a pas, hein, je vous le dis direct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des postes de contributeurs individuels intéressants. En fait, c'est plus que ça va être plus dur de le savoir juste à la fiche de poste, mais va falloir aller creuser en fait, la culture de boîte. Est-ce qu'on laisse plus ou moins de place aux produits et aux product managers qui sont contributeurs individuels? Quelle est la taille de boîte aussi? Moi aujourd'hui en fait je suis par exemple le first PM d'une boîte early stage, donc je suis la seule PM et je reporte à une CEO, donc ça me permet d'avoir ce rôle de contributeur individuel sur la partie stratégique et plus opérationnelle. Ça peut être aussi des moments de boîte où on va lancer un nouveau produit, où ça c'est des belles opportunités pour avoir un impact stratégique. Donc en fait il y a plein de moyens de progresser sans avoir un job title qui est forcément hyper beau et qui reconnaît ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. Donc moi, je vous encourage à en fait, creuser quel moment de boîte, quel type de boîte peut vous offrir ces opportunités-là, parce qu'ils existent. Et dans l'exemple de Camille, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle serait peut-être une excellente manager pour 2, pour 3, pour 4, mais pas pour 5, pour 10, pour 100. Je pense que c'est aussi une échelle à regarder. Peut-être qu'à un moment, c'est un cap où vous dites, attendez, là, j'ai atteint la taille critique,
et ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que je ne m'épanouirai pas. Par contre, si je fais un peu de, comme disait Amina tout à l'heure, de contribution individuelle en même temps que je manage mon équipe, là je m'épanouis à 100%. Donc il n'y a pas de dogmatisme dans tout ce qu'on dit, c'est pas A versus B, A plus B, etc. C'est en fonction de votre organisation, de vos appétences, de ce qui est à un moment un impact pour la boîte. Je pense que ça revient toujours ça, hein. Qu'est-ce qui fait croître la boîte, qu'est-ce qui a un impact. Le reste, c'est de l'implémentation et de l'organisation. Je pense que tout change. Et localement, c'est pas parce que votre boîte ne fait pas ça à l'échelle de milliers de personnes que dans votre équipe, dans votre contexte, il n'y a pas de la place pour ce genre de choses. Tout est possible, il faut juste créer ces opportunités. Oui, puis on l'a dit, on peut naviguer d'un rôle à l'autre. En revanche, on ne peut pas nécessairement revenir à la même place. L'expertise qu'on va développer en management, derrière, si on veut récupérer une track ici, on ne peut pas forcément revenir à un poste hyper senior, mais c'est quand même faisable. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions du public. N'hésitez pas à prendre la parole. Si on a un micro, peut-être, pour faire passer les questions. Des questions ? Oui. Merci. Bonjour, merci pour ce talk. C'était super intéressant parce que je me pose exactement ces questions. Peut-être un peu question tabou, question moula. Est-ce qu'à un moment on capte pas en restant dans la track IC pour voilà, on parlait des projets de vie, c'est vrai que c'est important aussi. Donc je voulais savoir votre avis là-dessus. $1 million question. Ça dépend tellement des boîtes que c'est dur d'avoir une réponse oui ou non. Alors, on va pas se mentir, il y a des boîtes où tu seras capé si tu passes pas manager, mais c'est pas forcément toutes les boîtes. Et donc, en fait, il y a des boîtes qui vont reconnaître les contributeurs individuels et donc les rémunérations vont aller avec, et d'autres non. Donc, c'est vraiment à la discrétion de la boîte. Et, Je pense que tu as un point qui est, je me permets de te tutoyer, on est entre nous. Je pense qu'un point clé dans ce que tu dis, c'est il y a effectivement, si on regarde juste le quantitatif, hein, on prend LinkedIn et on cherche dans les jobs, on commence à chercher product manager, principal senior, comme le disait tout à l'heure Camille, il y en aura moins. De la même manière qu'il y a moins de jobs de manager qu'il n'y a de jobs d'IC. Parce que pour un manager va gérer peut-être 4-5 IC, un directeur va gérer 3 managers, donc voilà. Plus tu montes et moins il y a d'opportunités. Ces opportunités, elles existent, par contre. Elles sont difficiles à trouver, c'est clair. Mais, comme je disais tout à l'heure, si au gré de ta carrière, tu arrives à constamment sur ton chemin, non seulement construire des produits, mais aussi construire des relations qui transcendent le produit que tu es en train de construire à un instant T. C'est-à-dire, Arnaud et moi, on était chez Datadog. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de le revoir. Demain, si j'ai besoin de quelque chose, je vais lui écrire, je vais poser la question. On n'est plus à Datadog ensemble. Donc, bien construire ce board of directors, comme l'appelle le Harvard Business Review. Et ces personnes-là, elles pourront te sponsoriser aussi pour trouver ces rôles que tu ne trouveras pas sur LinkedIn. Je me permets de grossièrement. Donc, oui, tout rôle est difficile à trouver, je pense. Il y a plus de postes de PM junior qu'il n'y a de postes de PM2, plus de postes de PM2 qu'il n'y a de postes de PM senior, et plus tu montes et moins il y en a. Le recrutement de Chief Product Officer, ce n'est qu'un carnet d'adresses, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est la réalité du terrain, mais je ne le verrai pas comme être capé, c'est-à-dire avoir un plafond de verre au-dessus de la tête et dire « Ah, c'est la fin de la partie ». Je le verrai comme « Je joue dans une cour qui est de plus en plus petite, et donc c'est une place qu'il faut aller décrocher plus difficilement. Et là, je recommanderais justement, au gré de la carrière, de bien construire son réseau afin que les portes s'ouvrent pour vous. » Je rebondirai sur ce que dit Amina. Déjà, je te poserai la question de qu'est-ce que veut dire stagner, si c'est purement une question salariale ou d'autres choses. Parce que je pense qu'effectivement, tu as la rémunération, mais prendre plus d'argent pour être malheureux, l'argent ne fait pas le bonheur. En tout cas, à un certain niveau, il ne le fait plus. Peut-être la deuxième chose, c'est exactement ce que vient de dire Amina. Moi, j'ai eu la chance en fait, que toutes mes dernières opportunités, elles ont été créées par des discussions informelles. Je vais te raconter en 2 mots comment je suis rentré chez Screen. On discutait avec le CEO du produit. Et en fait, au lieu de passer des interviews très formelles, ce qui n'existait pas parce que j'étais le premier PM, en fait, j'ai décrit un plan d'action. Je lui ai dit, bah, voilà, si demain je bossais sur le produit, voilà ce qu'on ferait ensemble.
ça lui a plu, on a raffiné des choses et c'est comme ça que je suis rentré. Et c'est comme ça que je vais continuer à rentrer dans d'autres opportunités. Donc en fait, c'est ça, je pense, qui te permet de décrocher ces opportunités qui, sur le papier, n'existent pas. Peut-être que si demain tu discutes avec ton manager de manager ou le VP produit, il y a plein d'opportunités aujourd'hui qu'il ne peut pas tacler parce qu'il pense qu'il n'a pas les gens en interne, alors qu'en fait, tu es peut-être déjà là et tu es peut-être la bonne personne pour y répondre. Donc effectivement, elles ne sont pas dans la grille, ce n'est pas une job description qui existe, qui est là, qui est prête à être pourvue, mais pourtant, les opportunités, elles sont là. Et en plus, généralement, c'est des rôles d'IC qui reviennent vers du management après. Donc, tu as peut-être 6 mois, 1 an de défrichage en tant qu'IC, et puis au bout d'un an, ça redevient montons une équipe, faisons-la grandir, et ce sera peut-être toi, ou ce sera peut-être quelqu'un qui prendra le relais. On a une question devant. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cet échange, très agréable. Je ne connaissais pas du tout contributeur individuel, je découvre. C'est vrai que j'avais ce ressenti latent. Je me disais, en fait, j'ai un rôle actuellement product manager, mais c'est plutôt un rôle, quelque part, d'exécutant. Je n'ai pas forcément une équipe à gérer, une équipe est autogérée, il se gère très bien, l'équipe de développement. Et je n'ai pas aussi ce rôle d'aller voir forcément sur le terrain, d'échanger avec les utilisateurs. C'est plutôt l'équipe design qui fait ça. Donc on m'amène les informations, on m'amène l'analyse qui a été faite, et voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc comment proposer à l'entreprise, au N+1, d'apporter plus en tant que rôle de product manager, dans le sens où aller voir sur le terrain ce qui se passe, échanger, etc. Comment me positionner dans cette approche de contributeur individuel, donc PM, CI ou IC. Comment arriver à faire une proposition pour me positionner. Là, je ne veux pas dire que je stagne, hein, mais je pense apporter plus. Je pense... Tu veux y aller ? Ouais, en fait, je pense que dans ces cas-là, souvent, il ne faut pas demander en fait, à faire plus, il faut commencer à faire plus. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est ton équipe design qui va sur le terrain parler à des utilisateurs, demande-leur de venir en shadow dans un premier temps pour juste regarder. Et puis après, de petit à petit, est-ce que je peux mener un entretien, etc., etc. Et en fait, c'est en faisant ça que tu vas pouvoir montrer à ta boîte que en fait, ça marche et qu'en fait, tu apportes des choses quand tu fais ça et que tu peux apporter un regard nouveau, que tu peux faire d'autres choses. Et en général, c'est comme ça que ça va marcher parce que juste demander un mandat, si ta boîte n'est pas forcément persuadée que c'est comme ça qu'on fait, c'est rare que ça marche comme ça d'un coup. Donc moi, je te conseillerais d'y aller et juste tester des choses. Et je pense que ça pourra J'ai déjà fait, excuse-moi, j'ai déjà fait, et ça a gêné l'équipe design en se disant elle veut prendre notre poste, elle veut prendre notre rôle. Donc j'ai déjà essayé ce genre de choses. Effectivement, c'est une bonne démarche. Je pense que c'est là où on arrive sur le point que je mentionnais tout à l'heure, qui est le capital social. Comment est-ce que tu arrives à créer une relation avec les designers pour qu'ils ne se sentent pas menacés par cette demande? Et donc ça, c'est un terrain en amont. Si je prends l'analogie d'une plante, une plante, elle a besoin d'eau, de terreau, d'exposition au soleil, et il faut tout ça l'apporter avant de planter les graines. C'est créer un terrain fertile de conversation. Donc moi, je pense que toute personne est responsable de créer ce terrain fertile de collaboration. Il y a plusieurs techniques, on pourra en parler si vous voulez à un autre moment, mais je dirais que c'est ça le prérequis. Ensuite, il faut choisir tes batailles. Si tu es dans un groupe où le product manager ne parle pas à des clients et que toi, en tant que product manager, tu es persuadé et convaincu que ça doit être ton job, tu peux essayer une fois, deux fois. Après, la troisième fois, peut-être qu'il faut se poser de la question, est-ce que tu es le bon environnement? Ce qu'on disait, il faut s'écouter et faire les changements auxquels on croit. Il n'y a pas de bonne réponse, comme disait Arnaud tout à l'heure. Enfin, moi, j'utilise beaucoup les concepts de variables et d'équations, mais en fait, c'est ton équation, c'est toi qui poses tes variables. Si tu essayes de changer ton environnement et que tu vois que tu n'arrives pas à le changer et que tu ne t'épanouis pas dedans, alors peut-être qu'il faut penser à un changement plus large, plus global, à savoir changer d'environnement. On va prendre juste une dernière question, parce que je ne veux pas vous juste retarder. Pour ajouter ensuite. un micro-point sur ta question, je pense que vois ça comme l'équipe produit, c'est des contributions de chacun. Toi, tu as une contribution en tant que PM. Trouve la contribution qui manque à l'équation. Je pense que déjà, ça résoudra les tensions entre tout le monde. Et ensuite, ça te permettra de voir si c'est ça que tu veux faire ou pas pour le point d'Amina. Bonjour, j'ai une question par rapport aux définitions de poste. Donc lead PM, senior PM, principal PM.
groupe PM. Est-ce que ça correspond vraiment à des rôles différenciés ou est-ce que c'est une manière de valoriser les contributeurs individuels? Je rigole parce que c'était un des sujets dont on discutait en préparant ce talk. Je pense que le product management est la discipline où les titres de fiches de poste sont les plus variables et changeants et difficiles à comprendre quand ils sont écrits. On peut être un manager d'une organisation de 50 personnes et s'appeler Senior Product Manager dans certaines organisations parce que les RH n'ont pas fait le boulot de bien cadrer la discipline ou quelqu'un n'a pas demandé aux RH d'aller cadrer la discipline. Donc moi je me documenterai d'abord sur ce qu'il y a derrière la fiche de poste. Je crois que c'est toi qui en parlais, Camille, tout à l'heure, où tu disais c'est très difficile de comprendre à partir de juste une fiche de poste qu'est-ce que le job est vraiment dans le day-to-day. Et il y a plusieurs questions à se poser, par exemple, à qui reporte ce poste? Est-ce que ça gère une équipe ou pas? Quel est le scope du produit? Quelle est aujourd'hui la taille du produit? Est-ce que c'est un business à 1 million, 10 millions, 100 millions d'euros de revenus annuels, etc., etc. Donc, les titres sont très variables. Il y a des managers qui ont des titres qui s'appellent Product Manager. On a des gens qui s'appellent Head of Product, qui sont des IC. Il faut aller creuser. Ma recommandation, c'est d'aller creuser, envoyer un petit message au recruteur et poser une série de questions, 5 bullet points qui permettent de clarifier ce qu'il y a derrière le titre. Et si tu veux voir, il y a des sociétés comme Datadog ou Atlassian qui sont sûrement best in class dans le monde anglo-saxon. Je pense que c'est un peu plus cadré aujourd'hui, où tu as bien les deux échelles. Les titres sont assez équivoques, quoi. Je ne sais plus, chez Datadog, c'est Associate PM, Product Manager 1, Product Manager 2, Senior PM, Staff PM, Principal PM. Ça, c'est la track contributeur individuel. Puis après, tu as l'équivalent dans la track management. C'est assez bien posé. Je pense que tu as des boîtes qui sont un peu modèles là-dessus, quoi. Merci beaucoup. Ouais, vraiment navré parce que j'ai vu qu'il y avait encore des questions. Oui, désolé. Mais justement, ce que je voulais aussi souligner, c'est que n'hésitez pas à venir nous solliciter au fur et à mesure de la journée pour poursuivre la conversation. Merci encore pour votre présence et bonne journée. Merci infiniment. Bonne journée.